J'interviens juste avant la réalisation du journal télévisé sur le plateau 2 de TV Liberté. Nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre engagement à nos côtés. Votre soutien est un vrai motif de fierté. Mais nous ne sommes pas sereins car les objectifs ne sont pas atteints. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun publicitaire, aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire ou oligarque. TV Liberté appartient à ses donateurs. Alors, pour qu'en 2021, votre chaîne continue sur sa lancée et défende la vérité, aidez-nous tout de suite et avant le 31 décembre, ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. François Broche, bonjour. Vous êtes journaliste et historien, spécialiste de la France libre et du général de Gaulle. Et en cette période de célébration officielle autour du fondateur de la Ve République, vous revenez sur un oubli de taille. De Gaulle a été détesté. Il détestait De Gaulle. C'est le titre de votre ouvrage que j'ai devant moi aux éditions Taillandier, mais qui est en vente sur la boutique officielle de TV Liberté, sur tvliberté.com. Tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Le célèbre mot attribué à Malraux n'est donc pas exact. L'antigaullisme, Monsieur Broche, c'est une réalité. Oui, c'est un mot attribué à Malraux, inexactement, et encore récemment dans son livre sur Mitterrand et De Gaulle, Michel Onfray l'attribue à Malraux en prétendant que jamais le général n'aurait eu, dit-il, l'inélégance et la fatuité de le prononcer. En réalité, il a tort, le mot est bien du général de Gaulle. Il a été prononcé dans sa conférence de presse du 10 mars 1952. Il a dit, à ce moment-là, chaque Français a été, est ou sera gaulliste. Il faut le replacer ce mot dans son contexte. Le RPF bat de l'aile à la suite de la trahison, entre guillemets, des députés gaullistes qui ont voté l'investiture du gouvernement Pinet. Et De Gaulle est conscient que le RPF bat de l'aile, mais il veut ménager l'avenir. Nous sommes en 1952, le gaullisme représente toujours une espérance, et il n'y a là ni inélégance ni fatuité, comme le prétend Michel Onfray. Comment une personnalité comme vous, ancien président éditorial de la revue de la Fondation Charles de Gaulle, en est venu à faire la liste de toutes les haines autour d'un homme qui, et c'est heureux, vous dites, ne se souciait pas de la postérité. Ça tombe bien. Mais écoutez, c'est une autre façon d'écrire l'histoire du général de Gaulle et du gaullisme. Il ne s'agit pas d'adopter le point de vue de ceux qui détestaient de Gaulle. Il y a un mot que je cite dans mon livre de Martin Luther King, que de Gaulle aurait pu reprendre à son profit, disant que pour se faire des ennemis, ce n'était pas la peine de faire la guerre, il suffisait de dire ce que l'on pensait. Et De Gaulle, c'est ce qu'a fait De Gaulle toute sa vie, depuis sa jeunesse. Il a dit toujours ce qu'il pensait, et moyennant quoi il se faisait, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, il se faisait beaucoup d'ennemis avec ça. C'est une autre façon de réécrire l'histoire du gaullisme. J'ai déjà publié, il y a quelques années, une première histoire des anti-gaullismes sur une base chronologique, et je l'ai repris en l'étoffant, en l'élargissant sur une base thématique pour montrer qu'il y avait 1000 façons de s'opposer au général de Gaulle. Alors, les 1000 façons de s'opposer au général de Gaulle, vous commencez par la façon, j'allais dire, la plus rapide, c'est celle de le tuer. Il y a ceux qui ont voulu tuer de Gaulle. Et là, on a peut-être en tête directement les commandos de l'OAS, mais pourtant, il y a une date au préalable, c'est celle du 26 août 1944. On est à Notre-Dame de Paris, dans la liesse, mais les tirs visent le général ou pas? C'est une énigme historique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
Notre-Dame est le point d'aboutissement du défilé triomphal qui est parti de l'Arc de Triomphe, où De Gaulle a pu à la fois constater l'élan d'enthousiasme populaire en sa faveur et en même temps s'inquiéter des tirs, des tireurs de toit qui commençaient sur tout le parcours, qui se sont fait se manifester sur tout le parcours. En arrivant à Notre-Dame, les tirs n'avaient pas cessé, mais ce qu'il y avait de plus inquiétant encore, c'est qu'ils ont repris dans la cathédrale même. Donc il y a eu des tireurs venant des galeries supérieures. Est-ce qu'on a voulu tuer à ce moment-là le général de Gaulle? Il n'y a pas de réponse précise à cette question. Il y a des thèses qui s'affrontent, il y a des témoignages de gens présents sur les lieux, comme le père Bouc-Berger, par exemple, le lieutenant Claude Guy, officier d'ordonnance du général de Gaulle à ce moment-là, qui ont constaté que les tirs, sans viser à proprement dit le général de Gaulle, risquaient de mettre sa vie en danger. En tout cas, ils étaient bien réels. Le général n'a pas été atteint, ni d'ailleurs, semble-t-il, aucun des assistants présents. Ce qui donnerait raison à la version présentée par le général de Gaulle le lendemain dans une lettre à sa femme, disant qu'il s'agissait de tiraillerie, d'une tartarinade. Il reviendra dans les mémoires de guerre 10 ans plus tard, il reviendra sur cette version en éliminant la responsabilité éventuelle des miliciens, des quelques nazis encore présents dans Paris, et en disant, en revanche, en désignant les organismes parisiens proches du Parti communiste, comme le COMAC, ou le Comité parisien de libération, ou des comités de quartier, qui, sans vouloir l'abattre, voulaient maintenir une présence forte d'un pouvoir révolutionnaire. Alors, très curieusement, De Gaulle d'ailleurs élimine la responsabilité des miliciens des Allemands, ce qui aurait dû être dans sa démarche, et cette responsabilité est envisagée par les historiens qui se sont penchés sur cette affaire. J'en cite plusieurs, notamment Christine Lévy-Stouzet, qui est spécialiste de la libération de Paris, qui a visionné tous les films d'amateurs disponibles et qui a conclu qu'il n'y a pas vraiment une volonté à ce moment-là d'abattre le général de Gaulle, parce que si on avait voulu l'abattre, on l'aurait abattu, mais qu'en revanche, par ces tiraillades, ces tirailleries, ces fusillades désordonnées, on a pris le risque de l'abattre. Volonté de le tuer, c'est bien évidemment les partisans de l'Algérie française qui voient en général de Gaulle à la fois quelqu'un qui a trahi sa parole, quelqu'un qui se comporte comme un dictateur. Là, il n'y a pas la volonté de lui faire peur, il y a la volonté de l'éliminer pour la France. Oui, c'est une volonté d'ailleurs qui... Il y a eu, on a dit qu'il y a eu une trentaine de complots qui ont été fomentés contre le général de Gaulle pour l'abattre. En réalité, sur cette trentaine de complots, il y en a vraiment deux de sérieux, celui de Pont-sur-Seine en 1961 et naturellement celui du Petit Clamart. Mais à ce moment-là, c'est vouloir abattre de Gaulle, à ce moment-là, en septembre 61 et encore plus en août 62, c'était vraiment ce n'était pas vouloir changer le cours de l'histoire, parce que le cours de l'histoire était déjà là. On s'acheminait vers l'indépendance de l'Algérie, la volonté donc non seulement du général, mais des Français qui approuvaient sa politique très majoritairement, était de se débarrasser du problème algérien. Donc c'était en quelque sorte vouloir se venger d'un homme dont on n'avait pas pu combattre et détruire la politique auparavant. Mais à ce moment-là, Monsieur Broche, il apparaît comme un tyran. Cette image-là est une image nouvelle, c'est un tyran qui ne sera pas pardonné d'ailleurs, du point de vue de ceux qui, bien évidemment, cherchent à l'éliminer. Oui. Un tyran, je ne comprends pas. Un tyran parce qu'il a refusé la grâce de Bastien Thierry? Oui, c'est ça notamment, mais il est considéré comme quelqu'un qui a trahi sa pensée, qui a trahi la pensée des Français, qui a trahi des engagements, trahi la France. Oui.
Enfin, là, c'est vraiment un problème, un autre problème. Il faudrait toute une nouvelle émission pour ça. Euh, il faudrait reprendre. De Gaulle est arrivé au pouvoir en 58. La guerre d'Algérie avait démarré 4 ans plus tôt. La quatrième République n'arrivait pas à résoudre le problème. On a refilé, si j'ose dire, le bébé au général, qui a mis 4 ans pour régler le problème. Il l'a sans doute réglé dans des conditions très, très difficiles, très critiquables, mais il héritait d'un problème que les gouvernements précédents n'avaient pas voulu régler, que même les pieds noirs d'Algérie avaient soigneusement mis sous le tapis en quelque sorte. Dès avant la guerre, dans les années 30, au moment du gouvernement de Front populaire, euh, une, une volonté de réformer le statut de l'Algérie avait été perceptible à ce moment-là. Il y avait le projet Bloom-Violette qui prenait acte de l'évolution des mentalités algériennes à ce moment-là. Ce projet n'a pas été appliqué, la guerre est arrivée, et la guerre et les déchirements des Français pendant la guerre, et notamment la politique suivie par le gouvernement de Vichy, toutes les compromissions euh, montrées à la fois par Végan, par Darlan, par Giraud, ont donné une très mauvaise image de la France vis-à-vis des populations algériennes, du peuple des Algériens musulmans, j'entends, qui était quand même déjà la grande majorité en Algérie. Donc l'image de la France est sortie de cette période très abîmée. Euh, le, un des derniers événements tragiques de la guerre, de la période de la guerre, a été le massacre de Sétif. Et à Sétif, donc, l'armée française, commandée alors par le général Duval, pour réprimer une émeute anti-française et anti-juive d'ailleurs également, a exercé une répression féroce. Le gouvernement de la Quatrième République n'a rien voulu savoir et 10 ans exactement après, en 54, éclatait la rébellion algérienne. On Donc va, De Gaulle a hérité d'un problème, il l'a réglé dans des conditions très critiquables sans doute, je pense en particulier au sort des harkis, mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que les harkis ont cru dans les accords d'Évian, une majorité de harkis ont souhaité rester en Algérie, et ben, c'était un très mauvais calcul parce que, comme l'a montré l'avenir, ils ont connu un sort tragique. il y a ceux qui ont voulu tuer physiquement De Gaulle et il y a ceux qui ont voulu détruire sa réputation. Détruire De Gaulle, c'est par exemple l'étrange recommandation de Jean Monnet. C'est le mot qu'il emploie. Alors, détruire, comme je le dis, détruire est un mot ambivalent. On peut détruire quelqu'un en l'éliminant physiquement, en le tuant, comme ont essayé de le faire les gens de l'OS. Et en même temps, on peut aussi détruire une réputation, couler une réputation vis-à-vis de l'extérieur. Alors, Jean Monnet, sans doute, ne voulait pas détruire physiquement De Gaulle, mais il voulait vraiment le détruire, et notamment auprès des Américains. Il a été, pendant la guerre, l'un des conseillers les plus proches de Roosevelt, des plus écoutés pour les affaires françaises. Et surtout à partir du moment où De Gaulle est arrivé en Algérie, en 1943, où il a violemment critiqué le régime de Vichy et l'administration du général Giraud, dont Jean Monnet était proche. Jean Monnet n'a pas pu supporter le discours que De Gaulle prononce juste avant son arrivée en Algérie et accuse carrément le général de prononcer un discours fasciste et de vouloir faire régner sa dictature personnelle. Et donc, c'est dans ce sens qu'il conseille le président Roosevelt, il faut détruire De Gaulle. Et Roosevelt suit ses conseils, puisqu'il conseille, c'est sans doute une boutade, il conseille à Churchill de nommer De Gaulle gouverneur de Madagascar. Donc, ce serait le moyen de s'en débarrasser. Roosevelt ne reprend pas la terminologie de Monnet qui était très violente pour un personnage qui paraît aussi modéré et sage que Jean Monnet.
il dit simplement il faut s'en débarrasser. Roosevelt vouait une aversion totale à De Gaulle depuis le début. Il a maintenu les relations avec Vichy le plus longtemps possible. Il a été très proche de Giraud. Et De Gaulle, pour lui, n'était qu'un général rebelle qui voulait instaurer son pouvoir personnel. Il n'a strictement rien compris au général de Gaulle depuis le début. Il y a quand même ceux qui veulent se débarrasser de lui, ceux qui veulent le tuer physiquement, ceux qui veulent se remplacer. Et dans ces nombres de personnes qui interviennent dans ce processus, Churchill n'est pas en reste. Et c'est surprenant parce que beaucoup d'antigaullistes vous disent que De Gaulle, ça a été la marionnette de Churchill. Ah, vous dites non, pas du tout. Churchill a cherché à remplacer De Gaulle aussi. Non, non, ça n'a jamais été de Churchill. C'était simplement, il y avait entre eux des rapports de force où l'un des deux protagonistes, Churchill, à l'époque, avant que Roosevelt euh, ne domine complètement la coalition alliée, Churchill était celui qui avait le bras le plus long, le plus fort, et De Gaulle était celui qui avait le plus petit bras. Donc il y avait un antagonisme entre les deux, et en même temps une très grande ambivalence de sentiments. De Gaulle était bien conscient que sans Churchill, la France libre n'aurait pas été possible, et Churchill était souhaité accueillir à Londres, comme il l'avait fait pour des gouvernements alliés en exil, polonais et autres européens, et souhaitait accueillir à Londres un contre-pouvoir français. Donc il y avait un mélange d'estime et d'hostilité qui a joué tout au long de la guerre. Euh, donc, mais finalement, Churchill a été le meilleur allié de Général de Gaulle, tout en continuant à s'offusquer de son orgueil, de son intransigeance. Et je raconte que dès le mois de septembre 1940, au moment où le général Catroux, qui était gouverneur général de l'Indochine et qui avait été limogé par Vichy, le général Catroux arrive à Londres et Churchill, en quelque sorte, lui propose la botte. Catroux était un général d'armée, De Gaulle n'était qu'un général de brigade, un général d'armée universellement respecté, qui avait une très grande réputation en France et dans le monde, et il aurait fait en effet un très bon chef de ce qu'on commençait à appeler la France libre. Et Catroux ne refuse pas tout de suite, il demande à réfléchir, et en réalité, je pense que il a consulté René Cassin, qui s'était rallié tout de suite à De Gaulle dès le mois de juin 40, qui était un homme de grande sagesse, de grande rigueur morale, et Cassin le met en garde contre la proposition de Churchill et le convainc de se rallier à De Gaulle. C'est là où, en octobre 40, les deux, Catroux et De Gaulle se rencontrent à Fort-Lamy et on voit ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire militaire française, un général d'armée se mettre au garde à vous devant un général de brigade et lui dire à vos ordres, mon général. Alors, il y a ceux qui ont cherché à battre De Gaulle à la loyale dans les urnes. C'est ce que s'emploie à faire, par exemple, François Mitterrand dès 1965. De Gaulle en ballottage au premier tour, 55% quasiment seulement face à François Mitterrand au second tour. C'est une amère victoire. Et c'est la mise en scène d'un François Mitterrand à qui vous consacrez un autre ouvrage que j'ai là aussi entre les mains, Les Mitterrandiens. François Mitterrand, c'est celui qui aurait pu battre De Gaulle à la loyale. C'est un extraordinaire parcours de la part de Mitterrand. Bon, il faut voir d'où vient Mitterrand. Mitterrand a toujours été à droite depuis sa jeunesse et même à l'extrême droite. Il s'est rallié à la résistance très tardivement. Il a été prisonnier, il s'est évadé, il est arrivé à Vichy. Il a été un fonctionnaire de l'État français pendant plusieurs mois. Il s'est rallié, il a reçu la francisque pour ses bons et loyaux services. Vous vous souvenez de la photo de l'entrevue entre le maréchal et le jeune Mitterrand, qui figure en couverture de la grande enquête de Pierre Péan.
Donc Mitterrand vient de très loin. Il rallie la résistance très tard, à l'automne 1943, et il s'y fait une position enviable au mouvement national des prisonniers de guerre, qui était une grande affaire à ce moment-là. Euh, et puis il se lance en politique à l'UDSR, dans un petit parti qui regroupait quelques personnalités, des résistants en général, mais Mitterrand était très désireux, très ambitieux à ce moment-là, et prêt à tout pour arriver au pouvoir. Il lui a fallu, il a été d'ailleurs au pouvoir assez souvent sous la Quatrième République, il a été 11 fois ministre, il a même été en situation d'être chef du gouvernement, mais il ne l'a pas été. Et malheureusement pour lui, pour sa carrière, 1958 arrive et il s'oppose très vite au général de Gaulle, avec qui il n'avait jamais eu d'atome crochu depuis leur entrevue à Alger en 1943-44. Et donc il faut attendre de 1958 à 1981 pour arriver au pouvoir. Entre-temps, il réussit ce tour de force d'apparaître comme le chef de la gauche unie, euh, ce qui est quand même assez paradoxal quand on pense à ses origines. Et en effet, en 1965, après l'échec de la candidature de Gaston Defferre, il réussit à rassembler la gauche autour de sa candidature et il obtient un score très important, 45% au premier tour. Et il met donc le général de Gaulle en ballottage. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Tout le monde pensait que le général serait réélu dès le premier tour. Et cette mise en ballottage a constitué pour le premier intéressé une surprise très amère. On a dit qu'à ce moment-là, il voulait renoncer à se présenter au deuxième tour. Donc, en effet, Mitterrand il est battu, mais c'est comme dit l'équipe après les défaites des équipes de France de football, c'est une défaite très honorable. D'autant plus honorable que François Mitterrand est à ce moment-là, au second tour, soutenu par l'ensemble des autres candidats. L'ensemble, ou presque, Oui, même même en cachette. Tixier-Villancourt se rallie à sa candidature. Donc, il est bon, il n'est pas élu, mais il aurait très bien pu l'être. Et C'est ça un peu annonce quand ça. même. Est-ce que ça annonce la défaite du général lors du référendum de 69? Est-ce que c'est l'enclenchement de la fin de l'enchantement avec le général et les Français? Oui, très certainement, parce que l'étape suivante, ce sont les élections législatives de 67, et que la majorité gaulliste va gagner de très peu, va remporter de très très peu. Donc il y a là très certainement un mouvement de long terme qui est un mouvement descendant, qui conduit le général vers la sortie. Cette sortie a lieu sans doute beaucoup plus vite que les analystes politiques pouvaient l'envisager, en raison de ce qui est arrivé en mai 68, cette explosion de mai 68 qui là ébranle fortement le pouvoir et le caractère du général de Gaulle. En plus, là, je n'ajoute rien. De Gaulle, l'icône, le mythe, instrumentalisé, combattu. Quand on regarde la liste, Monsieur Broche, la longue, longue liste de ses adversaires, celle que vous faites dans le livre, ennemis contempteurs, adversaires, selon, on se dit que ces personnalités, toutes remarquables quand même, hein, c'était pas des veaux, n'ont pas eu toutes tort. Est-ce que ce n'est pas non plus la personnalité de Gaulle qui a fédéré tant de haine de ses contemporains, l'homme le plus détesté, contesté de son vivant? Sans aucun doute, pour une raison très simple, c'est que De Gaulle, dès son plus jeune âge, dès les cours de récréation d'école primaire, pratiquait l'art de se faire des ennemis. Il se souciait absolument pas de l'opinion des autres, il allait filer droit à son chemin. Euh, L'art de se faire des ennemis, il l'a pratiqué admirablement au cours des années 30, où il a professé des idées qui allaient contre l'état-major, contre la doctrine de l'état-major, stratégie offensive contre stratégie défensive. Très curieusement d'ailleurs, durant les années 20 et au début des années 30, il y a une personnalité qu'il a constamment soutenue, qui est le maréchal Pétain. Le maréchal l'avait pris à son service
après après la Grande Guerre. De Gaulle a travaillé pour lui, il a écrit des textes. Ils se brouilleront d'ailleurs à l'égard d'un texte que De Gaulle avait écrit et que le maréchal ne voulait pas publier, que De Gaulle a repris et publié sous sa signature. Mais De Gaulle a toujours été le contraire d'un tempérament diplomate. Il a toujours fui le compromis, il a toujours montré une intransigeance partout où il était, contre l'état-major, contre Churchill, contre les Américains. Et puis, c'était jusqu'au bout. Mais en tout cas, à la fin de la Ve République, il a eu jusqu'au référendum de 1969 le soutien d'une majorité de Français. Aujourd'hui, on est en 2020, on a célébré le général de Gaulle. Est-ce que vous considérez que ce n'est plus que pour les Français un lointain souvenir, une icône auquel on se réfère parce que c'est pratique, ou est-ce que ça reste une personnalité importante du XXe siècle pour notre pays? Je ferai assez mien le mot de Régis Debray, qui dit dans un récent ouvrage, le gaullisme a disparu, le général de Gaulle émerge. Je crois qu'en effet, le gaullisme a disparu en tant que force politique, mais que la personnalité de Gaulle continue d'intriguer, d'intéresser, d'interpeller les Français, comme on dit, par tout ce qu'il représentait comme principe, comme valeur, comme méthode de gouvernement. On n'a jamais fait mieux depuis qu'il a disparu, et on continue à se référer à lui. Alors, mon dernier chapitre est consacré à une instrumentalisation du général de Gaulle. Vous savez qu'on instrumentalise les gens, on les récupère quand quand on veut les enterrer une deuxième fois, et que on veut se servir, on prétend se servir de leur exemple prestigieux pour en réalité appliquer ses propres méthodes, ses propres principes, sa propre politique. Donc, il continue d'être instrumentalisé, il continue d'être présent dans le débat politique actuel. Et on déteste encore de Gaulle. Et on déteste encore De Gaulle, on le déteste de moins en moins. Il y a ceux qui le détestent pour des raisons historiques, qui tiennent à Vichy essentiellement, mais ceux-là sont en voie de disparition, sauf dans les ouvrages d'histoire qui continuent à écrire l'histoire d'une certaine façon. Et puis il y a surtout le reliquat de l'affaire algérienne, les aigreurs, les rancœurs, les haines nées de l'affaire algérienne. Dans un précédent livre, je disais que l'Algérie était la mère de tous les antigaullismes, de gauche comme de droite, d'extrême droite à de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les nuances politiques. L'Algérie a cristallisé toutes les haines, toutes les oppositions à De Gaulle. Et cette constatation est toujours d'actualité. Il détestait De Gaulle. J'invite les téléspectateurs à découvrir cet ouvrage en vente sur la librairie officielle de TV Liberté. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter un mot, n'hésitez pas. Oui, je vais ajouter qu'il y a un film qui est sorti sur la chaîne Histoire qui s'appelle Il détestait De Gaulle, que j'ai coécrit avec le documentariste Patrick Jeudi, et où nous reprenons l'essentiel de tous les adversaires, toutes les campagnes menées par le général de Gaulle. C'est un Voilà. film qui est projeté sur la chaîne Histoire et qui sera disponible en DVD prochainement. Voilà, et c'est une bonne chaîne de télévision, donc on peut la citer. Merci beaucoup à vous, François Broche. Merci à vous.